Merci pour l'invitation. Donc, j'ai 20 minutes, donc je vais aller très rapidement. Et je vais commencer peut-être, comme c'est difficile de parler après le repas, par une version très courte qui consiste à dire que, en gros, le capitalisme néolibéral a navigué sur une masse de dettes qui étaient plutôt des dettes privées, que ces dettes privées ont été passées aux États à travers les finances publiques et que maintenant on essaye de les repasser à l'ensemble des peuples et que finalement la question est de savoir qui va payer la facture de la crise. Donc ça c'est la version courte, mais qui insiste sur un aspect derrière les questions techniques, économiques, de la dette, comment on paye, etc. Il y a fondamentalement des questions éminemment sociales qui renvoient finalement au partage des richesses. Il faut interpréter toutes les dettes comme un droit à valoir sur les richesses produites que ceux qui les détiennent veulent conserver sur les richesses à venir. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a trois couches de la dette, très rapidement. Il y a une dette qui a été accumulée à travers les cadeaux fiscaux, et le camarade grec ce matin l'a bien montré, c'est-à-dire non pas des dépenses excessives, mais des recettes qu'on a baissées délibérément en faveur soit des entreprises, soit des ménages les plus riches. Il y a eu le choc de la crise. La deuxième couche, c'est l'effet mécanique de la crise, de toute récession, qui crée un déficit. Mais il y a une troisième couche qui s'est rajoutée dans les 2 dernières années, qui est la couche, le cercle vicieux de l'austérité, plus la spéculation, avec ce côté absolument scandaleux, qui est qu'une partie de la spéculation sur les dettes souveraines a été financée auprès des banques par la Banque centrale européenne à des taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc cette dernière couche, c'est quelque chose sur lequel il faut particulièrement réfléchir. Alors maintenant, sur les réponses, donc je vais faire 2 parties, un peu les réponses et puis des questions d'ordre stratégique. Alors sur les réponses, je pense qu'il y a un triptyque radical mais cohérent qui est le suivant. C'est et en ce moment on a commencé à bien comprendre que tout convergeait sur cette question, est-ce que oui ou non la Banque centrale européenne peut financer les dettes publiques des États de manière globale? 2, il y a l'annulation d'une partie des dettes qui doivent être considérées comme illégitimes. Et 3, c'est la nationalisation des banques, non pas comme moyen de faire de la surenchère, mais comme moyen technique de régler un certain nombre de questions. Donc sur le premier point, sur le financement par la Banque centrale européenne, bon, dans la grande tradition anglo-saxonne, j'ai envie de faire une petite plaisanterie en transposant une citation de Churchill à propos des Américains, mais qui vaut pour les Européens aujourd'hui. Il disait, enfin on pourrait dire, que les Européens arrivent toujours à la solution optimale, mais après avoir essayé toutes les autres. Et on est dans cette situation, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tous les épisodes successifs, c'est refuser la solution cohérente et repousser la question. Et de ce point de vue-là, par exemple, le choix qui a été fait d'un financement à travers le Fonds de solidarité européen plutôt qu'une prise en charge directe par la Banque centrale européenne, c'est effectivement un choix qui n'est pas durable pour la raison suivante, c'est qu'il y a un mécanisme infernal qui a été mis en place, c'est-à-dire que tous les États, il faut voir que les États doivent financer non seulement le déficit de l'année, mais aussi... Pardon ? No translation. Non, c'est... Peut-être je parle trop vite. Parle italien. Ah, technical problem. Si je recommence depuis le début, je demande que le temps soit décompté. Alors. C'est bien ? Bon. Oui, l'idée, c'est que chaque État doit financer non seulement le déficit de l'année,
mais doit renouveler la dette qu'il a remboursée et se réendetter. Et donc les sommes qui sont concernés par des augmentations éventuelles de taux d'intérêt sont énormes, et donc il y a un mécanisme infernal de boule de neige. Et ça veut dire que tant que la question clé, c'est est-ce que les États au niveau européen sont dépendants des marchés financiers, ou est-ce qu'ils se financent d'une manière indépendante des marchés financiers? Ça, c'est la question clé. Alors, il peut y avoir plusieurs moyens de le faire. Il y a les eurobonds, mais qui, à mon avis, en soi, ne répondent pas à cette question, parce que tout dépend de savoir auprès de qui on va émettre les euro-obligations. Il y a des idées comme l'obligation pour les banques d'avoir un certain taux d'actifs publics qu'ils sont obligés de détenir. Ce n'est pas du tout là-dessus où on va. Et il y a aussi, par exemple, l'idée qui est avancée en France par un économiste qui n'est pas un révolutionnaire, qui est l'emprunt forcé. C'est-à-dire la nécessité en proportion des fortunes, etc., de souscrire à la dette publique. C'est ça la question, enfin une des questions clés qui est technique, mais encore une fois, qui est-ce qu'on remet en cause, oui ou non, des intérêts acquis pendant la période précédente, c'est-à-dire est-ce qu'on dévalorise les droits sur la richesse qui ont été acquis par les gens à qui a profité le modèle de développement qui est entré en crise. Donc ça, c'est le premier point clé. Deuxième point clé, c'est l'annulation de dettes qui doivent être considérées comme illégitimes. Et ça, c'est un point important parce que c'est un point sur lequel il peut y avoir une mobilisation autour de l'idée qu'on ne doit pas payer la dette parce qu'elle est illégitime pour des raisons diverses, notamment parce qu'elle a servi à financer des choses qui ne profitent pas à l'intérêt public, ou parce qu'elle est le résultat de cadeaux fiscaux faits sans contrepartie à des couches sociales privilégiées. Et je pense que là, il y a un point d'accroche qui a déjà démarré. Il y a des comités pour l'annulation de la dette ou pour l'audit citoyen qui sont en train d'émerger ou qui existent déjà. Et il y a des points d'ancrage. En plus, par exemple, dans le cas français, il y a un point d'application possible qui est les dettes toxiques accumulées par les collectivités locales, les régions, les départements, et notamment avec une liaison avec Dexia, qui a été le principal promoteur de ce type d'emprunts toxiques, qui sont de véritables escroqueries. Troisième point, c'est la nationalisation des banques. Et encore une fois, c'est une question technique, parce que c'est les banques qui détiennent les dettes. Donc si on fait défaut sur les dettes, et on le voit bien aujourd'hui, on parle de recapitalisation des banques, c'est les banques qui encaissent les pertes, et les banques détiennent encore plein d'actifs toxiques, etc. Rien n'a été mis au clair. Donc l'idée de la nationalisation, c'est de mettre tout à plat et de pouvoir annuler réellement toutes ces dettes, cet empilement de dettes croisées entre les banques, etc. Et c'est une mesure qui a été prise, par exemple, par le gouvernement suédois au début des années 90. Il y avait une crise bancaire spécifique au cas suédois. Ils ont nationalisé les banques, ils ont mis tout à plat. Eux, comme c'est des sociolibéraux, ils ont revendu, reprivatisé ces banques. Mais c'est pour ça que j'insistais sur l'aspect technique, c'est la nécessité de mettre les choses à plat, de nettoyer, et ensuite, soit on remet au privé, soit on considère que les banques remplissent sont un bien public, et donc on crée un pôle financier public qu'on maintient au service, disons, d'autres intérêts que les intérêts des financiers. Donc il y a une cohérence là-dedans, et je pense réellement que la difficulté, c'est que cette cohérence est évidemment très radicale, mais c'est la seule cohérence par rapport à disons les classes dominantes, la finance, qui évidemment se refusent à ce type de solution et nous entraînent dans une espèce de fuite en avant absurde qui nous précipite dans une période, disons, chaotique. Parce que même si le plan grec est accepté, fonctionne, je veux dire, on voit bien qu'il y a un empilement de choses et qu'on vit au bord du gouffre et qu'à chaque moment, et que dans 6 mois, il y aura encore autre chose qui recommencera. Donc, la question suivante, c'est par rapport à cette cohérence radicale qui peut sembler hors de portée, quelles sont, disons, les pistes stratégiques qui permettent d'avancer
et au moins de porter ces idées par rapport à la situation, encore une fois, catastrophique dans laquelle l'Europe est en train de s'enfoncer. Alors, la première réponse possible, et dont je répondrai à la question qui est sortie ce matin, c'est la sortie de l'euro. Alors, les arguments en faveur de la sortie de l'euro, c'est il y a deux arguments. C'est on a de nouveau une monnaie qu'on peut dévaluer pour être compétitif. Et deuxièmement, sortant de l'euro, la banque centrale qui gère cette nouvelle monnaie peut à nouveau monétariser, comme on dit, la dette, c'est-à-dire contribuer à la dette, au financement de la dette publique, ce qui est interdit au niveau européen. Bon. Soit dit en passant, c'est une des absurdités totales de la construction européenne. C'est-à-dire, si on compare par exemple aux États-Unis, la Federal Reserve Bank fait ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle finance la dette publique. Même chose au Royaume-Uni, même chose au Japon. C'est-à-dire l'euro est la seule monnaie qui s'est mis cette contrainte supplémentaire, cette contrainte particulière consistant à dire on a une monnaie, une banque centrale, mais la banque centrale ne peut pas intervenir, disons, dans le financement des dettes publiques. Donc, il y a cet argument. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui tendent à dire que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je pense qu'il y a une inversion, d'une part. On intervertit l'ordre des choses à faire. Sur deux points. Sur une question technique, c'est-à-dire que si on sort de l'euro, la dette immédiatement, c'est pour dévaluer, donc la dette immédiatement augmente. Si on dévalue de 20 ou 30%, la dette augmente de 20 ou 30%. Donc ça veut dire que la question de la dette aurait dû être posée en préalable. C'est la question de la dette qui vient avant la question de l'euro. Deuxièmement, il y a l'expérience des plans des dévaluations dans le temps passé qui ont toujours été suivis de plans d'austérité très, très puissants, très durs. Et là encore, c'est la question, évidemment, dans l'absolu, on peut imaginer un rapport de force interne qui fasse qu'une dévaluation soit gérée autrement, mais encore une fois, il faut établir ce rapport de force avant que de demander la sortie de l'euro. Je passe, mais parce que je pense que aussi la question fondamentale, c'est du point de vue stratégique, c'est une espèce d'absurdité stratégique. C'est-à-dire qu'on va revenir à une monnaie qui va être immédiatement attaquée par... on va s'exposer, disons, par rapport à des attaques qui vont être d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire, beaucoup de pays, par exemple l'Espagne, ce matin on disait il y a eu un déficit extérieur de 9 ou 10%, je veux dire, avec qui a été réduit depuis, mais avec un tel déficit, une monnaie est immédiatement attaquée et donc on induit une boucle d'inflation, de nouvelles dévaluations, etc. Bon, et enfin, dans le cas français, sans faire, disons, d'amalgame, il y a des gens de gauche qui proposent cette éventualité ou qui disent qu'on sera forcé d'y venir, mais je veux dire, il faut savoir, c'est l'extrême droite qui est porteuse de cet aspect-là, parce qu'il y a un aspect forcément nationaliste dans cet aspect-là. Si vous sortez pour dévaluer, c'est pour être compétitif, et c'est donc pour prendre des parts de marché aux pays voisins. C'est ça la logique de la dévaluation que permet la sortie de l'euro. Et soit dit en passant, si tout le monde sort de l'euro, pour essayer d'évaluer vis-à-vis des voisins, on se retrouve quasiment au point de départ. Donc l'autre alternative, c'est refonder l'Europe. Et là, on vous dit, mais on n'y arrivera jamais, ils ne voudront jamais. Si on attend que tout le monde soit d'accord pour construire une Europe correspondant à nos souhaits, on risque d'attendre très longtemps. Non, et effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Il y a des points de fonctionnement de cette Europe qui ne sont pas corrects, qui sont incohérents, et notamment, il faudrait, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais il faudrait un budget européen, des fonds de transfert, des fonds d'investissement sur des projets écologiquement et socialement utiles au niveau européen. Et donc, il y a effectivement un besoin de refondation. L'Europe telle qu'elle est ne peut plus fonctionner.
Bon, elle est détraquée, on a pensé qu'on pouvait bricoler comme ça, mais c'est définitivement détraqué. Et donc, conclusion, il y a une place entre la sortie de l'euro et puis l'attente, disons, angélique de la constitution de la bonne Europe. C'est une stratégie de rupture et d'extension. La rupture, ça veut dire qu'on fait ce qu'on doit faire au niveau national, parce que, bon, effectivement, les transformations sociales ne seront pas forcément coordonnées en même temps dans les autres pays. Mais on fonde cette rupture sur une double légitimité. Une légitimité sociale, c'est-à-dire qu'on transforme quelque chose du point de vue de la majorité, et notamment dans la répartition des revenus. C'est-à-dire, par exemple, la sortie de l'euro ne vous garantit pas que les entreprises continueront à distribuer des dividendes et à bloquer les salaires. C'est pas une question monétaire. Et la question, disons, la justification d'une rupture, c'est de dire, par exemple, je taxe capital pour l'empêcher de sortir, je contrôle les mouvements de capitaux, et là, je suis en infraction, je suis en opposition avec l'Europe néolibérale. Donc, je refuse les règles du jeu de l'Europe néolibérale, mais ma légitimité, elle est sociale, parce que je le fais au nom d'un projet de transformation sociale, mais elle est aussi solidaire dans le sens où je dis au reste de l'Europe, faites la même chose que nous. Ce qui est différent de la dévaluation compétitive. Quand vous dévaluez, par définition, vous espérez que les autres ne feront pas la même chose. Tandis que là, vous mettez en place un programme qui est d'autant plus fort qu'il soit étendu. Et je voudrais lire juste une phrase de Thomas Coutreau, qui est le président d'Attac, qui a fait un petit article qui exprime assez bien ça. Il dit, bon, c'est un peu prétentieux, mais voilà ce qu'aurait pu dire Papandréou, dire « Nous ne voulons plus être obligés de nous financer sur les marchés, nous voulons retirer l'euro aux banques et le remettre dans les mains du peuple. Nous, gouvernement grec, commençons à le faire chez nous, car notre peuple ne supporte plus les exigences des spéculateurs. » Et ensuite, c'est ça l'idée. Nous invitons les mouvements sociaux, les peuples européens à faire de même partout pour nous réapproprier ensemble notre monnaie commune et refonder l'Union européenne sur d'autres bases. C'est cette légitimité-là, qui est une légitimité, disons, de redéfinition de l'Europe, qui justifie, disons, une rupture avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et je conclus, disons, sur un petit peu les difficultés qu'on a et les tâches qu'on a dans la situation actuelle. C'est je pense fondamentalement, parce que au fond, la dette, personne n'y comprend rien. 80%, je pense, des économistes font semblant de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, d'une certaine manière, le débat citoyen est dépossédé de ce débat sur des questions éminemment techniques. Est-ce que le fonds de solidarité va émettre des produits titrisés ou pas? Bon, je veux dire, bon, qui est-ce qui comprend ça? Donc, la tâche, c'est de montrer la question sociale derrière ces questions technico-financières. Deuxième tâche, c'est effectivement de donner une dimension européenne à toutes les résistances sociales, parce qu'il devrait quand même être clair qu'on est face à des choses qui sont les mêmes dans tous les pays, avec des degrés divers, avec disons, une violence qui peut être différente, mais qu'on est soumis aux mêmes questions, et avec en toile de fond l'idée, alors derrière l'idée qu'il y a effectivement d'autres moyens de faire fonctionner l'euro, l'Europe, c'est-à-dire avec ces idées de budget européen, de fonds d'harmonisation, d'investissement utile. Mais je pense que, et là je vais conclure, au fond, et c'est pour ça que c'est fondamentalement une question sociale, cet autre fonctionnement de l'Europe, y compris à l'intérieur de chaque pays, est une question essentielle qui est une question de la répartition des richesses, et c'est quelque chose qui est porteur de conflictualité sociale. Merci.